le monde, c'est en ce 8 mars que nous fêtons la journée de la femme et à l'occasion j'avais envie de faire un top, si vous voulez, subjectif de personnages féminins. Car oui, toutes les femmes ne sont pas imparfaites. Alors qu'est-ce que j'entends par top? Eh bien, ce n'est pas aborder les meilleurs personnages, ni mes préférés. Si je veux parler des meilleurs, ça me semblerait un peu prétentieux, et après tout, on pourrait me dire à raison que tel personnage est meilleur. C'est juste que je n'ai jamais regardé cet animé, ce film, etc. Et pas mes préférés, parce que mon avis serait très certainement biaisé, et un personnage peut faire partie de mes préférés. Pour autant, je peux ne pas avoir grand chose à dire dessus. Par exemple, au risque de surprendre, je suis complètement fan de Luna Lovegood. Mais genre vraiment, c'est elle que je vois sur mon ordi, les longues soirées de célibat. Luna, c'est juste mon personnage préféré. Tout court, peu importe le média, le genre, ce que vous voulez, c'est gros cœur sur elle. Mais je pense que l'on a vite fait le tour, elle est juste absolument géniale, elle est très intelligente, elle est ouverte d'esprit, c'est vraiment une amie chaleureuse sur qui l'on peut compter. D'ailleurs, Harry, dans l'Ordre du Phénix, n'arrive pas à aller mieux auprès de ses meilleurs amis, mais parvient à trouver du réconfort auprès de Luna, qui est vraiment la seule à le comprendre, donc, badass! Elle est trop mignonne, l'actrice est parfaite. Enfin voilà, ça vire à l'obsession obsessionnelle, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire quelque chose de plus, quel que soit le personnage d'Harry Potter d'ailleurs. Donc voilà, on va faire un mix entre meilleur et préféré. Je vais parler de personnages que j'estime vraiment dignes d'intérêt, que j'apprécie quand même énormément. C'est pas vraiment un top d'ailleurs, c'est plutôt une liste de personnages tirés de divers médias que je classe par ordre alphabétique en ne comptant pas les articles devant le nom du genre là. Je rappelle que c'est une vidéo subjective, donc il n'est pas impossible que vous ne soyez pas d'accord avec mes propos. C'est une liste purement personnelle, donc n'hésitez pas à me dire quel personnage féminin trouvez-vous excellent, se révèle intéressant, vous plaise, etc. C'est parti. Numéro 1, Gwen Stacy dans les films The Amazing Spider-Man. Bon, je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, allez la regarder, donc je vais pas m'attarder 3 heures, mais c'est vrai que pour démarrer par un petit tacle envers les pseudo-féministes, je me dis que c'est intéressant d'avoir une femme forte, bien que mince ta gueule, qui reste féminine. Oui, parce qu'un reproche que certaines personnes font souvent, c'est que ouais, c'est une femme forte, mais elle est masculine. Bah là au moins elle porte du rose, des chaussures à talons, des jupes, donc bon, on peut pas se plaindre de ce côté-là, c'est cool. Mais déjà, rien qu'en voyant le premier film, je me suis dit oh putain, elle est géniale cette meuf! Bon, pour commencer, au moins on n'a pas droit à la cruche qui se demande pendant 3 heures qui est Spider-Man, donc ça c'est bien. Mais c'est surtout de voir à quel point la copine du héros était un personnage actif. J'ai vraiment été très agréablement surpris. Le méchant qui vient dans sa direction, et elle qui est là, ah non mais attends, moi je ferme pas, hein, je vais évacuer tout le monde, je prépare l'antidote. Oh mais c'est trop bien putain! Je suis désolé, non pas du tout pour les pseudo-fans des films de Raimi, mais je ne peux plus regarder la trilogie. À cause de Mary Jane qui est débile et une putain de demoiselle en détresse. Je n'y arrive plus, c'est insupportable. Là au moins, The Amazing, la copine du héros, n'est justement pas cantonnée au rôle de la copine du héros. C'est pas ta chérie que tu dois sauver, comme ça les petits garçons se sentent en confiance. Et même s'il lui arrive d'être en détresse, vous pourrez vous amuser à calculer, elle sauve plus de fois Peter que Peter ne la sauve. Au point même que les deux forment un véritable duo, et pas juste le héros qui va péter des culs et la copine en fond qui lance des encouragements. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement on a Peter qui est les muscles et Gwen qui est le cerveau. Et là je dis chapeau parce que pour que Peter ne soit pas considéré comme le cerveau, faut le faire parce que ce mec est putain d'intelligent. Donc ça veut dire que la nana est encore plus une boule que lui. D'ailleurs je suis très content que l'on ait gardé ce petit lien dans les deux films. C'est le deuxième élève de sa classe. Oh, le deuxième? Oui, T'es sûr de ce que tu dis? presque sûr. Ça marche. C'est pour ça que t'étais que le numéro 2 du bail. Donc voilà, je veux dire, la meuf, elle est majeure de sa promotion, elle est prise pour Oxford, c'est elle qui propose des plans, elle est dans l'action. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser, c'est une fille vraiment intelligente, elle est super drôle, elle est très émouvante, elle est parfaite, j'adore le personnage, j'adore l'actrice. Franchement, niveau copine du héros, je crois que l'on va attendre un très long moment avant de trouver un personnage mieux que celui-là. Oui, la nana de Deadpool était très bien aussi, ta gueule. Numéro 2, Amy Dunn du livre Les Apparences. Alors c'est difficile d'illustrer avec un bouquin, donc on va choper les images du film Gone Girl, l'adaptation cinématographique, où elle est très bien dedans. Mais si déjà vous la trouvez très perchée dans le film, attendez de lire le bouquin. Moi qui croyais jusque-là que les dominatrices proposant des rencontres sympas où tout le monde est content alors qu'en fait elles te demandent ensuite de payer leurs prestations étaient les pires monstres peuplant cette terre, j'étais loin d'avoir tout vu. Car oui, rien qu'en regardant le film, en voyant le personnage, j'étais what? On a une première mise en bouche excellente sur ce personnage dans un très bon film, alors on ne va pas se plaindre. Pour moi, cette femme est sans doute l'un des personnages les mieux écrits que je connaisse. Elle est complexe, intelligente et me ferait presque passer pour un bisounours à côté.
D'ailleurs, c'est marrant parce que je ne connaissais absolument pas les apparences, j'ai sorti mon bouquin Ceux qui les unit, puis Gone Girl est sorti au cinéma quelques mois plus tard. C'est rigolo parce que dans mon livre, il y a justement une femme qui s'appelle Amy, et il y a une autre femme qui est aussi tarée que Amy Dune, quoi. Donc voilà, coïncidence intéressante et un peu effrayante. Enfin, les grands psychopathes se rencontrent. Achetez mes livres. Mais revenons au personnage conçu par Gillian Flynn, mon auteur préféré et féministe, je crois que vous l'aurez remarqué. Typiquement, ce genre de femme est un pied de nez à ce que l'on peut trouver dans les bouquins et autres médias. Ici, pas de femme en détresse, faible, toute gentille, même si, en apparence, justement, elle en a l'air. S'il y a encore des gens pour penser que les femmes sont aussi innocentes que le chaton de Mathieu Sommet, c'est typiquement ce genre de personnage qui va vous faire changer d'avis, après vous avoir rendu parano pendant au moins 2 semaines après le visionnage du film. Quoique certaines filles sur Twitter faisaient déjà très bien toutes seules le boulot de pourriture. Parce qu'Amy fait vraiment partie des femmes qui font peur. Un peu comme Annie dans Misery. Et ce ne sont même pas des créatures, des monstres, ce sont des femmes normales. Amy se retrouve au chômage, Annie est fan d'un auteur. Oui, ce sont des femmes que tu retrouves dans la vraie vie. Mais elles ont un côté beaucoup plus effrayant. Donc si j'ai une femme comme ça, comme épouse, sœur, mère, fille, patronne, collègue ou j'en sais rien, je flippe un peu. C'est le genre de femme qu'il ne faut pas énerver. Si tu tiens à la vie. Mais c'est vrai que je place Amy plus haut qu'Annie parce qu'elle est vraiment très intelligente. C'est une véritable sociopathe, manipulatrice, calculatrice, extrêmement méticuleuse, soignée, précise, c'est un génie du crime. Numéro 3, tir groupé sur les filles de l'Attaque des Titans. Ah là là, si on m'avait dit qu'en regardant l'Attaque des Titans j'aurais eu droit à autant de femmes fortes et badass, j'y aurais cru. Bref, je vais rester sur la première saison et faire en sorte de ne pas spoiler. Les personnages sont tous attachants, badass, je vais résumer chaque fille en quelques lignes. Alors commençons avec le personnage féminin principal et le plus classe, Mikasa. Cette fille défonce tout. Elle a la force de 100 soldats, les titans n'ont qu'à bien se tenir, elle est assez sage et contrôle plutôt bien ses émotions, hormis quand ça concerne Eren, son frère adoptif. Mais voilà, je veux dire, elle envoie du pâté ouzbek. Elle reste calme malgré la situation, elle peut être drôle, elle est super agile, elle est super forte. Bref, je le répète, elle défonce tout. Cette fille est géniale. Certaines personnes pourraient me dire que Levi est encore plus badass, mais je répondrai que d'une, c'est un mec, donc on est habitué. De 2, il a le double de son âge, donc a plus d'expérience. Et de 3, c'est un ancien voyou, donc il s'est toujours battu plus ou moins pour vivre. Il n'en reste pas moins très cool, je ne dis pas le contraire. Mais perso, j'attribue mon petit cœur de pédophile incestueux à Mikasa, qui malgré son apparence a seulement 15 ans, et est donc bien trop vieille pour moi. On a Sacha également, elle est assez attachante, elle est assez drôle, elle est également assez mémorable au niveau de la bouffe, puisqu'elle se trimballe souvent avec une pomme de terre sur elle. Et en tout cas, humour avec la bouffe, oui, mais faut la voir à l'œuvre, elle peut devenir une véritable folle furieuse à en faire peur. Donc je crois que l'on peut dire sans honte que Sacha a la patate. Puis notre fameux patate girl est quand même pas mal douée non plus, la chasse elle connaît. Craven, c'est qu'elle vient de l'arrière-pays, la petite c'est qu'elle sait y faire. Annie maintenant. Elle est assez petite de taille, elle arbore généralement une seule expression, mais elle aussi elle est assez classe et elle gère la fougère, aussi bien au niveau des combats qu'au corps à corps. C'est-à-dire que contre les titans elle est agile, elle est rapide, elle est forte, bref, elle est efficace. Et contre les humains, tu la vois à l'entraînement, elle peut foutre facilement une raclée à un garçon, même si celui-ci mesure 30 cm de plus qu'elle et pèse 40 kg de plus. Donc c'est une petite qui assure et qui a appris à se battre. Ça me fait d'ailleurs beaucoup rire quand elle se met à jouer la fille fragile, tellement ça ne colle pas au personnage, du genre « Oh non, j'ai peur du noir !» Alors que non, meuf, tu n'es pas une fifi, tu es badass. Et en plus de ça, à un moment, elle a une musique que j'adore. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Ymir. Alors, j'ai pas grand chose à dire vu qu'elle n'apparaît pas beaucoup, je rappelle que je me contente de parler uniquement de la première saison de l'animé, mais c'est une femme forte. Oui, encore une évidemment, mais là, même physiquement, elle paraît tout déchirée. Elle mesure 1m72, ce qui n'est pas rien pour une femme, elle est robuste, assez virile, elle a un côté froid et dur, elle n'est pas du genre à mâcher ses mots, mais elle peut être drôle. Elle a des répliques sympas. Dites, j'ai pas compris la moitié de ce que vient de dire le commandant. Rassurez-moi, je suis pas le seul dans ce cas, hein. Tais-toi, abruti, ou tu vas me faire perdre le fil. Voilà, c'était Ymir. Alors, on a également Krista et même si elle n'apparaît pas des masses, j'avoue avoir un petit faible pour elle. Bon, déjà parce que j'adore tout ce qui est mignon, d'ailleurs les autres personnages l'aiment aussi beaucoup. Tu devrais déjà boire un peu d'eau, ça te ferait du bien. Tu es un ange venu pour me sauver. Attends. Je t'ai reconnu, tu es un ange. C'est normal.
nous soyons tristes. Mais c'est bien parlé, ça, ma chère Krista. Dis-moi quand cette opération sera finie, tu voudrais pas m'épouser? Elle doit être secouée, elle aussi. Au moins, il ne vous est rien arrivé de grave. Je suis vraiment soulagée. Une déesse. Je veux l'épouser. Le côté mignon est accentué par le fait qu'elle soit doublée par Caroline Combe, qui prête également sa voix à Madoka dans Pola-Magi Madoka Magica. Ah, mais non. Je suis un melon. Par ailleurs, ça me fait penser que Mikasa est doublée par Nathalie Bien-Aimée, qui prête également sa voix à Omura dans Pola-Magi Madoka Magica. Le monde est cruel et impitoyable. Ah, mais non. Je suis une citrouille. Ah, et moi je suis un poireau. Bref, retour à Krista, et je trouve ce personnage excellent parce qu'elle dénote complètement avec les autres. Pourquoi ? Parce que c'est le plus petit personnage de la 104e brigade d'entraînement, et même de tous les personnages de l'anime. Elle fait partie de ces personnages avec Armin à l'apparence faiblarde, sauf qu'elle défonce sa race. La preuve en est que dans la brigade, elle a fini 10e sur 10. Celles et ceux qui ne connaissent pas l'anime ou qui sont mauvaise langue vont rétorquer « Oui, mais ça veut dire qu'elle a fini dernière !» Sauf que non, parce que là ce sont les 10 meilleurs. Et oui, parmi tous les élèves, la petite fille mignonne, douce, gentille, attentionnée et aussi pure qu'un arc-en-ciel apparaissant devant un lever de soleil au profit des petits papillons volant par une douceur printanière fait partie des 10 putains de meilleurs. Parce qu'il faut quand même savoir qu'avoir des nerfs d'acier est indispensable, déjà parce que t'as Maître Xehanort là qui fout légèrement la pression, mais ensuite parmi toutes les jeunes recrues, il y en a plein qui ont été recalées, qui ont abandonné ou qui sont mortes. Donc que Krista fasse partie des 10 meilleurs, c'est vraiment la crème de la crème quoi. Notez au passage le classement, sur 10 élèves il y a 4 filles, ce qui est assez équilibré. La première place est tenue par Mikasa, et oui, the best of the best c'est une fille, mangez ça. Annie est la 4e, ce qui est relativement excellent, devançant même Eren, le héros. Et on retrouve nos fameuses Sacha et Krista. Les seuls personnages que l'on suit régulièrement qui ne font pas partie des 10 meilleurs sont Armin, ce qui pourrait paraître logique et crédible puisqu'il est faiblard, et Ymir. Oui, la petite fille mignonne fait partie des 10 meilleurs élèves, alors que la fille grande, robuste, virile vient après. C'est ironique et foutrement intelligent. Et ce qui est sûr, c'est que Krista dénote donc avec les autres personnages, certes, mais ce n'est pas une question de taille. Annie et Connie sont également de petite taille, pour autant ils ne paraissent pas faiblards. Leur regard dur, sévère et ou sérieux y joue pour beaucoup. On pourrait même citer en contre-exemple Sacha, qui est assez grande, mais qui a un visage assez doux. Krista est donc le personnage badass auquel tu ne t'y attends pas du tout, mais qui se révèle être une pièce maîtresse. Très bien joué. Et je terminerai par Hanzi. Alors on connaît toutes et tous ce personnage pour être androgyne et ne pas avoir de genre, ce qui est intéressant. Mais l'anime a choisi d'en faire une femme. On peut voir qu'elle a de la poitrine. Puis il y a toutes les appellations, cette femme, elle, etc. Et il y a sa voix également qui clôture le débat. Et ça reste intéressant, parce qu'après tout on aurait pu se dire, bon, un personnage androgyne, doué au combat, chef d'escouade, ouais bah autant en faire un homme. Sauf que non, donc c'est cool. Et elle est vraiment pas mal excentrique, elle est très drôle, mais ce qui la définit, c'est avant tout sa relation très particulière avec les titans. Elle sait parfaitement qu'ils sont dangereux, bien qu'elle puisse parfois paraître un peu inconsciente, mais elle les aime. Je sais pas si je peux dire qu'elle les met au même niveau que les êtres humains, mais ça lui fait mal de les faire souffrir, dans un but scientifique évidemment. Mais elle essaye de les comprendre, elle leur donne des noms, elle leur parle, c'est vraiment très intéressant. Elle est vraiment à fond dans ses recherches au point que ça puisse même faire chier les autres. Parce qu'être passionné par une chose, y a aucun souci, mais là si elle est lancée, attends-toi à écouter un discours sur les titans pendant des heures et des heures. Et puis à la fin, non, attends, je vais tout recommencer sauf que cette fois je vais te faire part de mon hypothèse. Et pour finir... Je n'ai pas l'intention de te faire souffrir, je te le promets. Elle se permet même de sortir des punchlines. Alors, tu vois que tu n'as pas souffert. Voilà. Après, il y a encore plein de femmes plus ou moins mises en avant, plus ou moins développées, plus ou moins intéressantes, plus ou moins attachantes, mais pour un animé se déroulant à une époque on peut plus patriarcale, de manière générale, les femmes s'en sortent de manière impeccable et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc je pense que nous pouvons le dire, l'idéal, parce qu'elles le valent bien. Numéro 4, tir groupé sur les filles de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Bon, je vais juste m'attarder sur les trois principales, disons, avec Katara, Toph et Azula, sinon on en aurait pour des heures.
mais j'ai regardé cette série assez tardivement et waouh, l'histoire, l'humour, les personnages de malades. Et on commence donc avec Katara, l'héroïne. Katara d'ailleurs qui est le personnage dans lequel je m'identifie probablement le plus. Même si c'est vrai que Toph avec son humour, sa façon de dire les choses et tout me plaît bien aussi. Mais bon, revenons sur Katara. Parmi le trio de base, c'est la plus sage et la plus posée, même si ça ne veut pas dire qu'elle n'est jamais drôle ou qu'elle ne commet pas d'imprudence. C'est clair que c'est une fille qu'il ne faut absolument pas contrarier tellement elle est puissante, parce que c'est vraiment l'eau dans tous ses états qu'elle va s'amuser à maîtriser, la rendant parfois véritablement effrayante. Et c'est également dans sa façon d'être avec les autres qu'elle se montre intéressante. Si l'on reste en surface, on pourrait se contenter de dire qu'elle est très maternelle, mais le fait qu'elle soit maternelle avec son frère, son grand frère, est-ce que ça vous donne pas une idée de la potentielle relation un peu plus complexe entre les deux que juste on est un frère et une sœur, donc on se dispute de temps en temps, mais on s'aime plus que tout au monde? D'autant qu'elle a vraiment une colère profonde en elle par rapport à certains éléments avec sa propre mère qui la rendent extrêmement touchante. Bon, après il y a juste dans l'épisode La Diseuse de Bonne Aventure où je ne vais pas la suivre, où là je vais clairement être du côté de Sokka. Pour la faire courte, c'est comme si Katara était une religieuse aveugle et naïve, pléonasme, croyant des choses absolument débiles et sans fondement, alors que Sokka serait un athée. Intelligent, réfléchi et rationnel. Donc oui, vous pouvez vous douter que pour un homme de science tel que moi et dans un souci de logique, je m'identifie forcément au Sokka et pas Katara cette fois. Et s'il y a des religieux chatouilleux qui viennent me voir en essayant de me justifier tout et n'importe quoi, même si ça n'a absolument aucun sens, eh ben ça tombe bien parce que les habitants de ce village de merde sont exactement comme vous. Mais bon, j'autorise cet écart, car Katara serait peut-être un peu trop parfaite si elle était badass, mature, ingénieuse, tout le temps rationnelle, etc. Donc, ok. Et on a droit à une deuxième héroïne tout aussi géniale en la présence de Toph. Et dire que ce personnage est né d'une blague. Parce que oui, à l'origine, Toph devait être un grand gaillard musclé de 16 ans. Puis il y a eu des blagues disant « et si on prenait le truc à contre-pied et que le maître de la Terre le plus badass de tous les temps était une petite fille ?» Et puis, cette blague a fini par devenir réelle et Toph est donc bel et bien une jeune adolescente de 12 ans. Et aveugle en plus. Oui, chez eux, quand ils font une blague, ils la font pas à moitié. Et puis personnellement, c'est pas pour me déplaire, parce que prendre un mec baraqué pour montrer qu'il est puissant, oui, c'est marqué sur sa gueule, enfin sur ses muscles qu'il est impressionnant. Donc fuck you, et vive les jeunes nanas qui explosent tout. Et justement, dans la pièce de théâtre qui résume, disons, les aventures de nos héros, devinez qui joue Toph? Un grand gaillard musclé. Voilà, pour bien montrer de façon très claire toute la force du personnage. C'est donc de l'autoréférence. De l'autoréférence assez génial, je dois dire. En fait, Toph, on pourrait dire que c'est un subtil mélange de féminité, de garçon manqué, de douceur, de force. Alors quand on la voit au premier abord, on est un peu comme ça, on la trouve trop mignonne, on a envie de lui faire des câlins, mais j'ai rarement vu un personnage aussi puissant, à tel point qu'elle arrive à maîtriser le métal, et même quand des personnages mentent grâce aux vibrations du sol. Enfin, vous comprendrez en regardant la série. Mais le personnage est vraiment intéressant parce qu'on l'a toujours pris pour une petite fille aveugle et donc sans défense, d'autant qu'elle est de bonne famille et qu'elle exerçait la maîtrise de la Terre en cachette. Mais du coup, elle arrive à passer auprès de personnes très distinguées, tout en voulant se lâcher, aussi bien au niveau comportemental que vestimentaire. Et puisqu'elle est aveugle, elle se fout complètement de son apparence et de ce que pourraient dire les autres. Donc un personnage sur lequel il faudrait prendre exemple. C'est vraiment une fille très solaire, très optimiste, très joyeuse et très drôle aussi. Donc je la kiffe vraiment. Mais bon, les héroïnes, elles ont naturellement plein de qualités, c'est bien gentil tout ça. Mais laissez-moi vous parler plus en longueur de l'antagoniste. Azula, la sœur de Zuko. Pour paraphraser Durandal, bien sûr, on est toujours déçu que les grands ennemis n'aient pas chié des étrons de matière maléfique depuis leur plus tendre enfance. Et ben là, c'est pas le cas avec Azula. Vraiment, si vous cherchez un personnage méchant depuis le berceau, alors vous allez adorer Azula. On pourrait aussi dire ça de son père, Ozai, le seigneur du feu, bien que l'on n'ait pas d'éléments sur son enfance. Mais vu à quel point c'est un connard, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait tué sa mère lorsque celle-ci lui a donné naissance. Cela dit, d'une, c'est un homme, donc les hommes méchants c'est classique, et de deux, c'est un adulte. Théoriquement, les adultes sont expérimentés et puissants, donc c'est classique aussi. Or là, Azula est une adolescente qui pète la classe, incroyablement puissante et d'un sadisme sans nom. Et elle a toujours été comme ça. Les flashbacks de Zuko à l'époque où il était enfant montrent qu'Azula a toujours été cruelle et horrible avec son frère, au KLM, Narmol. Pour faire une comparaison sans spoiler, si vous avez un frère ou une sœur, vous avez probablement eu affaire à cette situation débile. Voilà, bah là on retrouve cette idée, mais non seulement cette fois c'est vrai, et c'est encore pire. Je dis ça, je dis rien.
En fait, concrètement, à part son père dont elle a hérité la médaille de trou du cul, sa mère qui l'aime malgré tout et probablement son oncle qui a une vision lucide d'elle, tout le monde a peur d'Azula, même ses amis, Ty Lee et Mei. Il n'y a qu'à regarder la scène où Azula va convaincre Ty Lee de la rejoindre afin de l'aider à trouver Aang. C'est comme si tu allais demander un service à un pote tout en lui posant un flingue sur la tempe. Tu parles d'amis? Et même son frère, son grand frère, a peur de cette pute. Un frère qui a toujours admiré sa sœur tout en la haïssant et la craignant. Et le pire, c'est qu'Azula affirme sa domination sur lui rien que par un surnom. Je préférerais que ce soit un médecin de famille qui veille sur notre petit Zouzou, si tu permets. Et il est très probable que vos parents vous donnent un petit surnom aussi. Ou votre grand frère, ou votre grande sœur. Vous avez déjà probablement entendu de sa part au moins frérot, frangin, ou sœurette, frangine. Mais voilà, généralement c'est la personne plus grande qui donne un surnom à la plus petite. Mais là c'est l'inverse. Azula est bel et bien la petite sœur de Zuko, mais elle le surnomme. En faisant ça, elle le rabaisse. Ce qui est tout à fait cohérent avec son personnage. Regardez-moi ça, elle est tellement dominatrice qu'elle appelle Zuko petit frère. Alors ok, en version originale, elle dit juste brother, donc difficile de savoir s'il s'agit d'une erreur de traduction. Ce qui est compréhensible vu qu'Azula ne ressemble absolument pas à toutes les petites sœurs classiques, ou s'il s'agit d'une liberté d'adaptation, ce qui est totalement cohérent avec son personnage. Donc l'un dans l'autre, elle reste la dominatrice qui se croit supérieure et qui rabaisse les gens, donc pas de problème finalement. En fait, elle installe sa domination, en l'occurrence, par la parole. Elle utilise constamment la peur et le mépris. Tout le monde est effrayé par elle, ce qui est facilement compréhensible. Mais même physiquement, elle dégage quelque chose. Moi, j'ai une fille comme ça en face de moi, je me sens pas spécialement à l'aise. Et bien évidemment, ses pouvoirs sont incroyables. Elle balance quand même du feu bleu, alors qu'il est orange pour tout le monde. Elle balance également des putains d'éclairs, ce qui n'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc pour peu qu'il y ait une musique effrayante en fond, t'es clairement pas rassuré. Tu sens que ça va partir en cacahuète. Enfin bon voilà, je ne me concentre que sur Katara, Toph et Azula qui sont vraiment les 3 personnages féminins principaux et qui maîtrisent chacune un élément, mais sachez qu'il existe d'autres filles très importantes. Numéro 5, Maléfique du dessin animé Disney La Belle au Bois dormant. Alors, on va commencer très fort puisque je dis dès le début que le Joker est au méchant ce que Maléfique est aux méchantes. C'est la meilleure, très clairement. La comparaison marche d'autant plus que les deux ont certains points communs. Ils représentent le mal. Ils n'ont aucun but si ce n'est celui de faire le mal pour faire le mal. Il n'y a pas de raison, c'est juste parce que ça les fait kiffer. Il y a eu plusieurs vidéastes qui ont déjà abordé Maléfique, donc je vais éviter de répéter, mais à titre personnel, je pense que la vidéo de Gal42 parlant de Maléfique est la meilleure, puisqu'il ne s'agit pas d'un simple top où l'on parle du personnage pendant seulement 2 minutes. Il y a un véritable développement, donc foncez voir cette vidéo. Et en plus de tout ce qui a été dit, personnellement, Maléfique, c'est mon cauchemar. C'est mon traumatisme d'enfance. Oui je suis désolé, mais moi, tout ce qui a des cornes, ça me fait peur. Plus sérieusement, son look, sa voix, sa prestance et sa putain de bordel de musique de merde! Vraiment, tout ça, ça me terrifiait. Il m'a vraiment fallu un bon paquet d'années pour que je puisse à nouveau regarder La Belle au Bois dormant. Et je dois reconnaître que même si elle est plus ridicule dans la saga Kingdom Hearts, en particulier Kingdom Hearts 2, cela m'a au moins permis de ne plus être traumatisé, d'avoir du recul sur ma peur et de pouvoir me rendre compte à quel point le personnage était tellement badass, extrêmement puissant, au point d'être capable de revoir uniquement le combat de fin juste pour le kiff. Le meilleur méchant Disney. Numéro 6, Colette de la série Les Grandes Vacances. Alors d'abord Cocorico, et ensuite, on ne va pas se mentir, je pense que la présence de ce personnage c'est en grande partie à cause du stéréotype très répandu de la petite sœur trop mignonne, qui est un cliché populaire et apprécié. Néanmoins, il est utilisé intelligemment. Si l'on a quand même plus l'habitude de voir un grand frère et une petite sœur qu'une grande sœur et un petit frère, ça reste bien d'avoir 2 personnages de sexe différents. Et puis on vit encore malheureusement dans une société assez binaire, donc bien sûr si vous êtes un garçon et qu'il vous faut un garçon pour vous identifier, ou que vous êtes une fille et qu'il vous faut une fille pour vous identifier, c'est que vous avez un problème. Mais au moins ça parle aux deux. Et déjà, c'est l'héroïne.
Certes, à égalité avec son frère, mais on entend quand même la voix de Colette adulte. Et très franchement, Colette ne serait pas dans cette série, il y aurait un immense vide. Bon, vous allez me dire, bah évidemment que ça ferait un vide si c'est l'héroïne. Oui, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas deux comme elle. C'est le personnage le plus jeune, 6 ans au début de la guerre, et aucun ne lui arrive à la cheville niveau innocence. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'innocence niaise, comme on a l'habitude de voir. C'est vraiment de l'innocence enfantine et qui prête sincèrement à sourire. Parisien, tête de chien. Marteau, tête de canard. Il fait quoi le soldat? Il dort? Non, je crois pas. Mais si, il dort. Regarde, il sourit on dirait. Et c'est la gentillesse incarnée. Quand le port de l'étoile jaune est mis en place et que Colette voit son amie avec et être traitée différemment, ben elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fabrique des étoiles jaunes et chaque élève en porte une par solidarité. Oui, évidemment, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle soit juive? Seulement, tout le monde n'a pas ce point de vue et que peut comprendre une enfant aux lois de la guerre? Mais voilà, c'est encore une qualité pour elle. Elle est innocente, mignonne, drôle, gentille, sincère, honnête, attachante. La petite sœur qu'on rêve tous d'avoir. Même le surnom que lui donne Ernest, son frère, Côtelette, est réaliste. C'est tout simple, c'est mignon, mais ça marche. Et je vais faire une comparaison qui n'a a priori rien à voir. L'animé japonais Charlotte, qui possède également le personnage de la petite sœur. Le problème dans cet animé, c'est les personnages. Ils n'ont de personnalité que leur fonction dans l'intrigue. La petite sœur est la petite sœur, et c'est tout. C'est-à-dire qu'elle est mignonne et gentille. Point. Aucun développement. Et c'est malheureusement un peu tout le temps ce genre de situation avec ce style de personnage. Alors, j'adore les petites sœurs et les lolis, mais des personnages de petites sœurs innovants, il n'y en a pas des masses. Mais Colette, c'est pas ça. Elle est gentille et mignonne, certes, mais c'est une petite fille à part entière. C'est un personnage honnête et crédible. C'est l'une des gamines les plus courageuses, les plus intelligentes et les plus débrouillardes que j'ai vues. Vraiment, j'aime ce personnage de tout mon cœur. Après, évidemment, la série est remplie de personnages mémorables et attachants, mais le but n'est pas de s'éterniser sur les grandes vacances, qui est une série honnête. Tous les Allemands n'étaient pas des gros cons, tous les Français n'étaient pas des saints, et les délires d'enfants sont crédibles. Vivant dans un contexte qu'ils ne comprennent pas parfaitement, ils ne sont ni tout le temps joyeux, ni tout le temps tristes. La série réussit à adopter le point de vue d'enfant et à rester juste tout du long. Le générique est à l'image de la vision enfantine. Très simple, mais à la fois tellement magnifique. Et parmi les personnages, l'adorable petite Colette apporte vraiment une dose agréable de légèreté et une bouffée d'air frais nécessaire. Bien sûr, les enfants grandissent, même s'ils ne changent pas de look. Ils sont de plus en plus conscients du monde dans lequel ils vivent. Colette et Ernest se différencient tout en se rapprochant. Les enfants prennent donc part à la résistance, mais ça reste agréable avec des moyens qui sont somme toute assez puérils. Mais ma petite Colette chérie restera mon coup de cœur de cette série. Numéro 7. Tir groupé sur les filles de Higurashi no Naku Colony. Oui, j'aime bien les tirs groupés. Mais j'y peux rien, je trouve que en général, les personnages féminins sont géniaux. Et en l'occurrence, ce que j'apprécie avec cet animé, c'est que c'est un harem, mais pas un bête harem comme on a l'habitude de voir. Toutes les filles ne sont pas amoureuses du héros. Rena, c'est ambigu, mais c'est au moins la meilleure amie, la première personne à qui tu te confies, qui t'aide dans tes problèmes. Mion, elle, est clairement amoureuse, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit le garçon manqué, entre guillemets, c'est assez ironique. Satoko voit Keiichi comme un grand frère, et Erika est admirative de sa détermination. Même si l'on inclut Shion, c'est plutôt qu'elle voit en Keiichi Satoshi, son amour, le grand frère de Satoko. Alors ok, on pourrait se dire que Rena a des tendances pédophiles, mais je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faille voir les choses. Bon, déjà c'est japonais donc particulier, mais c'est surtout un amour excessif du mignon. Mais c'est un trait justifié, disons, c'est pas juste tiens, c'est le personnage mignon parce qu'il en faut un. C'est comme si c'était un mécanisme de défense. Elle agit comme ça parce qu'elle a beaucoup de colère en elle. C'est comme une compensation. Parce qu'à côté de ça, ces pétages de câbles, ces moments creepy, tu te dis what? Est-ce que c'est bien toujours ma meilleure amie tendre et innocente qui ne me fait pas du tout flipper parce que ce n'est pas du tout une psychopathe aliénée? C'est une question que l'on peut se poser. Entre Mion et Shion aussi, c'est un peu compliqué. Il y en a une des deux qui me fait légèrement flipper, là aussi. Mais il y a toute une palette d'émotions, ça aussi, entre amour sororal sincère, culpabilité, jalousie, envie de meurtre, compétition, respect des traditions de merde. Satoko, quant à elle, apparaît d'abord comme la petite peste insupportable, mais vous pouvez bien vous en douter, elle a un passé sombre, elle a un côté qui est tout autre. Et quand tu le vois, tu te dis « Oh putain, mais elle est trop mignonne !»
C'est typiquement le genre de personnage que tu vas apprécier et que tu vas vouloir protéger tellement il est en réalité gentil et qu'il te fait de la peine. On dirait une petite gamine au premier abord, mais elle est beaucoup plus adulte qu'il n'y paraît. Et Erika, alors là aussi, Loli trop mignonne et... un autre côté beaucoup plus adulte, disons. Alors bon voilà, je suis resté volontairement assez vague sur ces personnages parce que je n'ai pas envie de spoiler, mais Higurashi, c'est l'anime qui m'a fait de nouveau aimer la culture manga. Donc si vous ne connaissez pas, j'ai envie que vous soyez aussi surpris que moi quand vous découvrirez un peu plus l'histoire et les personnages. L'anime est un bon aperçu, mais vous pouvez vous reporter sur Le Sanglot des Cigales, le roman sonore, pour encore plus de détails. Numéro 8, Andaro de King Kong. Et oui, j'apprécie énormément ce personnage alors que ce n'est même pas une femme badass, ou en tout cas pas dans le sens qu'elle est hyper forte, qu'elle défonce tout avec son poing, non. Rien qu'avec Kong, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait preuve d'intelligence, de courage, de ruse, d'ingéniosité, et elle utilise ses talents de comédienne. Et j'ai même envie de dire l'art en général, puisque ça fait très théâtre, danse, cirque. Et de l'autre côté, on a quoi? Si l'on nommait l'écrivain, l'acteur et les gars de l'équipe du film, on a tout un groupe, uniquement constitué d'hommes, avec des armes, et entraînés. Et ce sont eux qui se font défoncer. Alors qu'à côté de ça, Anne, elle survit. Et il en faut pour vivre. Perso, je serais déjà tellement mort 1 million de fois. Bon, bien sûr que King Kong lui sauve la vie de temps en temps, mais d'une, qu'est-ce que vous voulez faire contre un truc qui fait 5 fois votre taille? Et qui en plus est carnivore? Et de 2, elle se débrouille quand même. C'est pas juste la nana qui est passive, qui attend, qui ne bouge pas. Non, au contraire, elle fait tout pour ne pas se faire bouffer. Esquiver, lever les jambes, réfléchir. Oui, parce qu'en plus de ça, elle reste constamment rationnelle. Je veux dire, là, dans ce genre de situation, très clairement, tu ne penses qu'à survivre. Tu es envahi par la peur. Et donc, on serait plus du genre à mettre en avant nos émotions que notre raison. Ce qui n'est pas le cas ici. Anne a beau être dans la merde, elle a beau être constamment dépassée par ce qu'elle vit, elle n'agit pas pour autant comme une idiote. Alors que des personnes qui seraient à sa place se comporteraient très certainement comme des connes, du genre crier à l'aide alors que t'as des putains de T-Rex juste à côté de toi. Au cas où t'aurais envie de te faire bouffer. Parce que la discrétion, on l'encule. Mais là, non. Anne, c'est vraiment un comportement rationnel, calme et réfléchi. Bon après, si l'on dit que le premier acte, c'est la traversée en bateau, le deuxième l'île du crâne et le troisième New York, eh bien vous aurez remarqué que je vous parle essentiellement d'Anne dans le deuxième acte, pour ne pas trop spoiler, au cas où des personnes n'auraient pas vu cet excellent film, mais quand même donner un bon aperçu. Mais retenez que Naomi Watts est simplement parfaite. Peut-être trouverez-vous juste cette scène un poil forcée, mais quelque part elle est assez crédible. Est-ce que vous avez déjà rencontré une star et vous vous êtes comporté de manière un peu idiote juste à ce moment-là? En fait, c'est plutôt ironique de voir qu'Anne perd ses moyens face à un écrivain qu'elle admire, plutôt que quand sa propre vie est en danger où elle parvient à rester maîtresse de la situation. Oh et puis bon, cette scène a au moins le mérite d'être drôle. Mais sinon, la performance de Naomi Watts est vraiment éblouissante. C'est juste incroyable, impeccable. Elle est touchante au point de vous faire chialer. Et vous constaterez qu'il y a quand même un certain nombre de passages assez silencieux. Mais ça crée vraiment une ambiance. Et après tout, comme pour Star Wars 3, il n'est pas nécessaire de parler pour transmettre des émotions, et le silence à lui seul peut rendre des scènes plus fortes. Donc, si vous n'avez pas vu King Kong, prenez-vous un après-midi et foncez voir la version longue. Numéro 9, Mathilda de Léon. Bien sûr, je pourrais me contenter de dire que c'est l'une des gamines les plus badass qui m'ait été donné de voir. Je pourrais ajouter que c'est également l'une des plus attachantes et des plus drôles. Alors, les personnes qui n'ont pas vu Léon, en plus d'avoir raté leur vie, peuvent du coup s'attendre à être pliées en 4 lorsqu'elles verront Mathilda. Mais c'est en réalité différent. On peut attribuer plusieurs qualificatifs à cette gamine. Mignonne, intelligente, attachante, rusée, ou encore un mot qui peut surprendre de prime abord, subtil. Bien sûr, le jeu tout en finesse de la toute jeune Nathalie Portman fait en grande partie la chose, mais c'est bel et bien le mot subtilité qui correspond le mieux à Mathilda que complexité. En soi, le personnage n'est pas spécialement difficile à comprendre. C'est une jeune adolescente en échec scolaire qui a une famille bien dysfonctionnelle dont seul son petit frère parvient à la rendre heureuse. Elle ne désire que venger la mort de ce dernier et tombe petit à petit amoureuse de Léon, son voisin qui va l'élever et lui apprendre comment tuer. Là où elle est subtile, c'est qu'elle n'a pas besoin d'en faire des caisses pour te faire des révélations qui devraient te retourner l'estomac. Tout comme j'ai dit qu'elle était drôle. C'est un humour subtil pouvant mêler déguisement, sensualité et expression faciale. En dehors de ça, c'est véritablement une enfant radieuse malgré toutes les merdes qui lui arrivent,
réfléchie quand la situation n'est pas à son avantage et ingénieuse pour parvenir à avancer. Vraiment, si vous aimez les filles malignes, observez Mathilda à l'œuvre. Ce n'est clairement pas le genre de gamine incapable de se débrouiller par elle-même. Bien évidemment, on a droit avec Léon à une relation oscillant entre un amour père-fille et un amour de véritable couple, une relation qu'entretiendraient deux amants. Et hormis les parents de Nathalie Portman eux-mêmes qui souhaitaient que le personnage qu'interprétait leur fille ait une relation un peu plus ambiguë avec Léon, ce que l'on a donc dans la version standard, car oui, il existe une version longue, je n'ai jamais eu vent de personnes crachant que cette relation était malsaine, un vrai scandale. C'est un amour sincère et pur qui, en plus, est facilité par le mental des personnages. Car si physiquement il y a un véritable écart d'âge entre Léon et Mathilda, mentalement ils sont très proches, voire même se croisent, puisque Léon est certes un adulte, mais un homme-enfant. Quant à Mathilda, elle est très mature du haut de ses 12 ans et se considère même comme étant la véritable mère de son petit frère. En plus de ça, on nous présente l'une des relations les plus attendrissantes qui m'ait été donné de voir. Et Léon et Mathilda forment donc un superbe couple qui prouve encore une fois que les amours non conventionnels sont toujours plus forts et cool à montrer qu'une simple relation entre un garçon et une fille lambda. Et numéro 10... Mulan dans le dessin animé éponyme de Disney. Alors ne vous excitez pas, je ne parle pas de mon héroïne préférée, bien que Mulan soit très haut placée, mais du personnage féminin que j'estime être le meilleur et le plus badass. Déjà, on peut noter un changement chez Disney, c'est que le dessin animé n'est pas une adaptation d'un conte ou d'une légende occidentale. Ce que je veux dire, c'est que quand Disney adapte une histoire occidentale et avec une héroïne, il peut en faire un bon personnage, une bonne féministe, mais il y a encore du progrès à faire, alors que Mulan, c'est une adaptation d'une légende chinoise, et je trouve que l'héroïne de Disney est plus intéressante que celle de la légende. En plus, elle a un sacré putain d'objectif qui renforce le côté femme forte. Oui, parce que Blanche-Neige et Aurore, l'objectif c'est de se réveiller, Cendrillon c'est d'avoir un homme, Mulan c'est sauver tout un putain de pays! Voire peut-être même le monde, tiens. On ne sait pas jusqu'où les Huns voulaient étendre leur domination. En tout cas, quand tu étudies l'histoire, tu vois qu'ils voulaient envahir l'Europe, donc on sait pas, hein. Enfin bon, du coup, tu trouveras pas une autre héroïne Disney avec un objectif aussi important. Bon, l'histoire de Mulan, c'est une légende, donc il faut prendre les sources avec des pincettes, surtout qu'il y en a qui apparaissent au fil des années, mais qu'est-ce qu'on peut trouver? Eh bien, Mulan était un garçon manqué, fille d'officier, et comme beaucoup de filles d'officiers, elle s'entraînait aux arts du combat. Elle se fait passer pour un garçon pour intégrer l'armée et remplacer son père trop vieux. Sauf qu'elle ne ment pas à son père et que celui-ci accepte son choix. Vous aurez donc remarqué que la version de Disney est assez loin de tout ça. Mulan n'est en aucun cas fille d'officier. Elle ne sait pas se battre et elle n'est nullement un garçon manqué. Elle est même plutôt féminine. Le seul truc qui la différencie, c'est qu'elle est contre les conventions établies. Des conventions établies dans une société profondément sexiste et patriarcale. Ce qui fait que la Mulan de Disney subit une putain d'évolution contrairement à celle de la légende qui était déjà préparée, j'ai envie de dire. Vu qu'elle était garçon manqué et qu'elle savait se battre, il lui suffisait juste d'avoir une bite à la place d'un vagin et ça aurait été pareil. Alors que la Mulan de Disney a changé, elle a travaillé, c'est quelqu'un qui a constamment appris. De fille, elle doit passer à garçon. D'une rien du tout en combat, elle doit devenir une experte, ou un expert plutôt. Et il n'y a aucune entente avec son papounet, elle le fait sans le mettre au courant, ce qui rend la scène déjà beaucoup plus intense avec cette putain de musique à s'en déchirer l'anus, et beaucoup plus tragique. Et surtout, contrairement aux héroïnes modernes, très étrangement, Mulan n'a pas besoin d'un homme. Je veux dire, Réponse fait l'aventure avec Flynn, Anna fait l'aventure avec Christophe, Vaiana fait l'aventure avec Maui. Donc même si ces héroïnes sont beaucoup plus féministes que les anciennes, au point parfois que ça en devienne forcé, elles ont besoin d'un homme pour avancer. Donc pour la modernité, on repassera. Est-ce que quand le personnage principal est masculin, il a besoin d'une femme pour avancer? Non! Ou en tout cas, c'est très rare. Et je ne parle pas d'intérêt amoureux. En fait, ce qui pourrait se rapprocher de cette aide masculine pour Mulan, c'est Mushu. Sauf que Mushu n'est pas un homme, c'est quand même un petit dragon qui fait office non pas de soutien, mais de comic relief. Mulan fait énormément de choses toute seule sans que Mushu n'intervienne, et Mushu lui donne des conseils pour être un homme. Donc non seulement ce n'est pas pour l'aider dans l'aventure, c'est pour l'aider à s'intégrer dans un milieu qui n'est pas présenté à son avantage. Je dis ça comme ça, et en plus ses conseils sont bidons. Mulan est clairement le personnage principal. Pour Réponse par exemple, on en a deux. Réponse a besoin de Flynn pour aller voir les lumières. Anna a besoin de Christophe pour gravir la montagne. Vaiana a besoin de Maui pour remettre le cœur. Ces femmes ont besoin d'hommes, elles leur demandent de l'aide. Encore Zootopie avec Judy et Nick, ça passe parce que le film dénonce beaucoup de choses, dont justement
la place de la femme, et que Judy ne perd clairement pas de sa personnalité dès lors qu'elle bosse avec Nick. Mais Mulan, contrairement aux autres héroïnes, n'a besoin de personne. Elle comptait rentrer dans le camp seule, et elle ne demande aucune aide. C'est Mushu qui est intervenu et qui s'impose. Rien que la scène de la flèche, est-ce un homme qui a appris à Mulan comment la récupérer? Nope. C'est elle toute seule qui a appris. Elle a travaillé dur, elle s'est acharnée pour réussir. Mieux même, c'est elle qui donne confiance à tout le groupe. Elle qui donne cet élan d'esprit positif aux autres membres. Et elle le fait à plusieurs reprises. Mulan est un putain de personnage qui déchire. Mais si vous êtes mauvaise langue, vous pouvez me dire « Oui d'accord, mais Mulan est cool, parce qu'elle agit comme un garçon ». Sauf que non, pas du tout. C'est évidemment cliché ce que je dis, mais on a quoi? Dans les valeurs masculines, on a la force et le courage. Dans les valeurs féminines, on a l'intelligence et la confiance. Et ben, c'est assez équilibré. Voire même Mulan n'use pas tant que ça de valeurs masculines pour paraître cool. Oui, parce qu'une femme qui se masculinise, elle est cool, elle est forte, mais un homme qui se féminise, il est pas trop cool, et il est pas très fort. Et ben là, allez vous faire foutre. Mulan qui décime l'armée des Huns, elle agit comme un homme puisqu'elle prend un canon, une arme extrêmement violente et explosive, mais elle ne le fait pas comme un bourrin. Comme une femme, elle décide plutôt d'agir de manière intelligente et réfléchie. Pourquoi se contenter du chef alors que, en élaborant un plan ingénieux, on peut avoir tout le monde? Mulan qui met un terme à Shan Yu? Comme un homme, elle utilise des techniques de combat et pète la gueule à un mec 3 fois plus lourd qu'elle, mais comme une femme, elle ne fonce pas dans le tas sans avoir mis au point une stratégie. Ce n'est pas une femme au comportement masculin qui sauve la Chine, c'est bel et bien une femme tout court, car la violence seule n'a rien résolu. C'est grâce à l'intelligence, soit une valeur traditionnellement accordée aux femmes. En fait, ce qui est génial aussi, c'est toute l'ironie présente liée à son personnage, et ce même depuis le début. Ce qui est intéressant également, c'est le rapport avec les autres personnages. Les parents de Mulan sont quand même dans les conventions, mais n'ont pas l'air d'être des cons pour autant. Mais quand les gens constatent que Mulan est en réalité une femme, ben t'as l'impression d'avoir les rapports inversés. Genre les gentils, leur réaction, ça ressemble quand même un peu à ça. Trahison, disgrâce. Mais côté méchant, on en a mais rien à foutre. C'est quand même marrant de voir que Shang et compagnie ont des comportements sexistes et traditionnalistes, pléonasme, alors que Shan Yu, qui est un trou du cul, lui, il est plutôt du genre... Bah, je m'en bats les steaks, moi, que ce soit une femme qui ait pété la gueule de toute mon armée, moi je ne suis pas arriéré. Voilà. Par ailleurs, s'il y a des filles qui ont besoin de personnages féminins pour s'identifier et des garçons qui ont besoin de personnages masculins pour s'identifier, prenez du recul sur l'éducation que vous avez reçue parce que vous avez un problème. Sincèrement, Mulan est probablement le personnage Disney dans lequel je me suis le plus reconnu. En fait, c'est marrant de constater à quel point ton regard change sur ce dessin animé au fil du temps. Quand t'es enfant, tu vois Mulan, tu te dis que c'est un putain de dessin animé super génial, méga cool. Quand t'es ado ou jeune adulte et que tu revois le truc, tu te dis que c'est un putain de dessin animé super génial, méga cool, et tu comprends certaines allusions. Mes pouvoirs dépassent ta mortelle imagination. Par exemple, mes yeux peuvent voir clair à travers ton armure. Oh, malédiction! Elle a un double détail qui va sans aucun doute leur sauter aux yeux! Et quand tu te poses des questions sur ton identité et que tu revois le truc, tu te dis que c'est un putain de dessin animé super génial, méga cool, et tu te sens proche de Mulan comme jamais tu ne l'as été. Personnellement, quand j'ai commencé à m'interroger sur mon genre et que j'ai revu Mulan juste à ce moment-là, pour la première fois, à peine réflexion avait commencé que j'avais déjà les larmes aux yeux. Oui, en soi, le questionnement sur son identité, c'est un thème que l'on a déjà vu, mais ça marche parfaitement bien ici, et Mulan aborde tellement de thèmes. L'acceptation de la différence, la place de la femme, et Mulan, par son comportement et ses objectifs, demeure le personnage féminin le plus badass et la meilleure héroïne Disney. Voilà, donc on a fait le tour de ce petit top 10 ou ce que vous voulez, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai galéré pour faire les listes de bons personnages masculins et féminins, mais pas pour les mêmes raisons. Les personnages masculins, il y en a beaucoup, et beaucoup qui se ressemblent, donc c'est pas évident de trouver des hommes qui sortent du lot. Et pour les femmes, il y en a moins, mais proportionnellement, je trouve qu'il y en a énormément qui sont vachement intéressantes. Évidemment qu'il y a des femmes nulles, superficielles et tout, mais ça a été vraiment dur de ne citer que 10 personnages féminins. Et d'ailleurs, je n'ai pas réussi parce qu'il y a tellement de femmes qui sont géniales. Alors pour un petit tour d'horizon vite fait, je peux commencer par dire que, en soi, on peut trouver des personnages féminins intéressants un peu partout, et pas forcément aux endroits auxquels on s'attendait. Je prends par exemple Jane du film Les Bolosses, qui est beaucoup moins con qu'il en a l'air, et typiquement dans ce genre de comédie un peu beauf et potache, on a quoi? C'est rigolo, parce qu'elle est grosse. Et le début du film est effectivement comme ça, sauf que l'on s'attache au personnage de Jane, et que finalement les blagues,
méchantes sur son physique sont dites par des cons. Même Jay est empli de préjugés au début, puis il se rappelle qu'elle a une personnalité avant d'être comme ça. Et même une très bonne personnalité. En soi, c'est pas révolutionnaire, c'est même Jane qui transmet l'idée. Ouais, je suis grosse, et alors ? Mais je trouve que ça fait du bien, putain. Surtout dans une société insultante et superficielle comme la nôtre. Oui, je suis habitué aux remarques, oui, je connais tout ce que l'on dit sur moi, et tu sais quoi ? J'en ai rien à foutre. Donc si vous êtes en surpoids et que vous complexez, le film Les Bolosses peut peut-être vous aider. Et Thibaut InShape aussi. Il y a Vesper Lynd également dans Casino Royale, que j'ai évoqué 1 milliard de fois tellement j'aime ce film, qui pour moi est la meilleure James Bond girl et qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Elle a du caractère, ce qui la rend assez unique en son genre. Elle sauve James aussi, mais est-ce qu'elle sauve James en faisant des trucs masculins entre guillemets, genre se battre, tirer avec un flingue et tout? Non, elle le fait avec son intelligence et sa réflexivité. Et puis ce ne sont pas non plus toutes les femmes qui sont traitées avec autant de respect. James Bond, c'est le genre de mec qui fait craquer toutes les filles rien qu'en battant des cils. Donc il y en a quand même pas mal qui l'embrassent au bout de 2 minutes, ou éventuellement il faut attendre le milieu du film. Alors que Vesper, c'est quand même vers la fin. Et les deux ne s'embrassent pas mais parce qu'ils se démarrent une histoire d'amour entre eux. Les autres nanas, on s'embrasse parce que l'on est des plans cul, donc faut que l'on se chauffe un peu, on essaye de coller à l'ambiance. James et Vesper s'embrassent parce qu'ils commencent tous les deux à éprouver des sentiments. Vous voyez le traitement différencié? Et pourquoi je kiffe autant Vesper? Et ce James Bond? Et Casino Royale tout court? Il y a aussi Meg dans Hercule, qui est hilarante avec son ton blasé, sarcastique. Fait assez rare, c'est une femme plus âgée que son compagnon. Et elle est forte. Elle a quand même sacrifié sa liberté pour sauver son premier amant qui l'a remercié de rien du tout. Elle se sacrifie pour sauver Hercule. Non, franchement, elle est cool. Il y a aussi Aqua de la série Kingdom Hearts. Du trio, ça devient quand même le personnage le plus badass. Des 3 zigotos, c'est elle qui devient maître de la Keyblade, et c'est finalement un peu une grande sœur. Elle doit empêcher Terra de trop se rapprocher des ténèbres, elle doit protéger le jeune Ven, c'est quand même elle qui fait tout le boulot. Elle va sauver Ven, elle se sacrifie pour sauver Terra, ce qui au passage fout la merde, elle erre dans les ténèbres, mais elle gère sa race. C'est vrai que Xion est pas mal aussi, puisque déjà c'est concrètement le seul véritable intérêt de Days, mais bon, on en parle là puisqu'elle ressemble à Kairi, donc à une fille, mais techniquement elle aurait plutôt dû se trouver avec les personnages masculins, théorie du genre, tout ça. Il y a aussi par exemple Haruka Kotora, de l'anime Kotora-san, qui est, comment dire, l'une des filles les plus adorables qui m'ait été donné de voir. Elle est vraiment très intéressante, très touchante, très drôle, bref, il y a plein de trucs à dire sur elle. Alors pourquoi diable je n'en parle pas plus ? Parce que je tomberai rapidement dans le spoiler. Et ça, ce serait criminel de ma part pour un chef-d'œuvre tel que cet animé absolument génial, mais injustement méconnu. Bon, même si beaucoup est expliqué durant les 10 premières minutes du tout premier épisode, mais je veux que vous regardiez par vous-même. Gardez juste en tête que cet animé sait être dramatique quand il le faut, et comique quand il le faut. Et ça marche parfaitement. On peut également parler de Laura, du film Logan. Alors on va faire très simple, vous aimez Wolverine? Vous aimez les petites filles? Alors vous allez adorer Laura! Non vraiment, je trouve la gamine juste parfaite. Elle est violente, elle est sauvage, et elle a un putain de regard. Sans déconner, j'ai trouvé l'actrice géniale, et j'ai limite envie de voir le film rien que pour elle. Puisque de toute façon, le film n'existe théoriquement pas, puisque niveau timeline, c'est de la merde. Pour moi, Lucy du film éponyme est également réussie, et là j'entends déjà des cons râler. Et vous allez encore plus râler parce que, tout comme Durandal, j'ai adoré Lucy et j'ai même pleuré devant. Ah ça c'est vraiment con hein. Enfin bon, je ne suis pas là pour parler du film et démonter les pseudo-critiques, mais ça pose de bonnes questions, il y a une réflexion intéressante, mais là où c'est vraiment bien foutu, c'est que finalement on s'attache à une héroïne qui devient de plus en plus inhumaine. Et ça c'est quand même fort, parce que généralement on éprouve de l'affection envers un personnage pour ses comportements humains. Or là on aime l'inhumanité, donc c'est intéressant. Ensuite, Lois Lane, aussi bien dans Man of Steel que dans Batman v Superman d'ailleurs. Bon, déjà elle est plus âgée que son chéri, donc ça change et c'est bien. En plus, elle représente véritablement tout ce qu'est une petite amie. Une mère, une sœur, une fille, une meilleure amie, une pote, une confidente. Je crois que c'est un des meilleurs personnages féminins rien que pour ce qu'elle apporte en matière de place des femmes dans le monde. Elle dégage quelque chose de très vrai, très juste, malheureusement, puisqu'on la sous-estime elle en tant que femme. Et en même temps, elle n'est pas du tout du genre à se laisser faire. Alors, si on arrêtait de comparer nos queues et que vos hommes me montraient cette découverte? Oui, sa toute première scène dans Man of Steel est plutôt parlante. Vous êtes une femme confrontée au sexisme,
Je pense que vous pouvez vous inspirer de Lois Lane pour une réponse adéquate à ce genre de trou du cul. Et elle ne cessera de démontrer, également dans Batman v Superman, à quel point elle s'impose face aux autres. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est véritablement justifié. Des fois, il y a des personnages, on leur attribue des qualités, mais moi perso, j'ai beau voir le film un millier de fois, je n'en trouve pas une. C'est typiquement le genre de personnage surestimé, que l'on doit aimer. Sauf que ça marche pas trop. Mais là, avec Lois, c'est réel. Si l'on dit qu'elle s'investit énormément, qu'elle fait son travail à fond, etc., c'est que vraiment, elle s'investit énormément et vraiment, elle fait son travail à fond. C'est clairement pas des paroles en l'air. Et en fait, je trouve que autant Wonder Woman peut être un bon modèle pour les petites filles, vouloir être forte, courageuse, déterminée, tout ça, autant Lois Lane, au vu de sa situation et de ses punchlines, ce serait plus un modèle pour les adolescentes assez matures, disons, et les jeunes adultes. Oui, les femmes adultes aussi peuvent y trouver leur compte, faites pas chier, vous avez compris. Mais c'est juste qu'il y a vraiment de l'intelligence, de la réflexion, du raisonnement, etc., que ça peut aider les femmes à mettre en PLS les trous du cul sexistes auxquels elles seraient confrontées. J'ai évoqué Madoka et Omura, de Polamagi Madoka Magica, et j'aurais tellement voulu les mettre dans cette liste parce que ce sont vraiment des filles qui déchirent. Mais après réflexion, je pense que ce ne serait pas très pertinent. Pourquoi ? Parce que si j'explique pourquoi elles sont cool, eh bien je spoil l'animé, en particulier concernant Omura. Donc voilà, je ne les ai pas mises, mais sachez qu'elles mériteraient amplement leur place dans ce top. J'ai été agréablement surpris par Wendy Torrance de Shining. Très franchement, je l'ai trouvée hyper réaliste. Elle doit gérer son fils qui ne va pas bien et son mari qui est en train de péter un câble. Et ouais, elle réfléchit de manière intelligente, prudente, effrayée aussi, bref, vu la situation, pour moi, c'est totalement réaliste. Elle réagit logiquement et vraiment pas de manière conne. C'est une mère de famille et une épouse crédible. Voilà. En plus, si j'oublie les yeux exorbités et les dents de lapin, elle me fait penser à ma maman. Donc, bien joué maman. Et j'ai découvert White House Down grâce à Durandal. Bah oui, dès qu'il a dit que la gamine était badass, j'ai tout de suite eu envie de le voir. Et c'est vrai que la petite Emily se débrouille pas mal. Bien courageuse, pas idiote. Elle me fait d'ailleurs un peu penser à Mathilda de Léon que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais franchement, s'il y a des parents ou des grands frères ou des grandes sœurs, il faut vraiment montrer aux enfants, et en particulier aux petites filles, ce genre de gamine. Il faudrait vraiment que les petites filles aient également ce genre de modèle de jeunes personnages féminins badass. Ça a déjà été entamé avec Wonder Woman, ce qui est franchement cool. Les personnages féminins ne sont pas que des princesses nunuches et inutiles. Il y a d'autres possibilités et il faut que les petites filles puissent également s'identifier à des gamines aussi courageuses et déterminées. Enfin bon, pour en revenir à Emily, je pense que l'actrice Joey King peut vraiment proposer des interprétations intéressantes. Il n'y a qu'à la voir dans I Wish, faites un vœu, bordel de merde qu'il est trop génial ce film, où elle était impeccable là aussi. Et je ne parle même pas de ses meilleurs amis. Enfin si, je lui en parlais. Sa pote June a quelques répliques sympas, mais alors Meredith, oh putain, cette fille est absolument géniale. Elle est tout simplement parfaite. Elle est hyper drôle, elle a toujours des sorties qui font mouche. Franchement, je vous conseille ce film. Pour plusieurs raisons, mais si vous êtes sceptique, essayez au moins pour ce personnage. Normalement, vous devriez n'en retirer que du positif et l'adorer. Enfin, de manière générale, il faut dire aussi qu'Hollywood a enfin compris que tout le monde voulait voir des femmes aussi badass et cool que des hommes, et que les gamines devaient être intelligentes, courageuses et avoir une réelle utilité, et pas simplement être des petites filles qui attendent sagement que gentil papa chéri vienne les sauver, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, point. Bref, il y a un tas de personnages féminins que je trouve réussis, je crois que vous l'avez bien compris. Bon voilà, je pourrais en parler pendant des heures tellement ça me passionne, mais comme les vidéos de plus d'une demi-heure c'est chiant, il faut vraiment que je m'arrête. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, un petit j'aime ça fait plaisir, surtout vu combien de temps ça m'a pris pour faire cette putain de vidéo, un petit partage, un petit abonnement, pensez bien à activer la petite cloche de merde pour bien recevoir toutes les notifications, suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez connaître l'avancement des vidéos, ou pas. Vous pouvez également me faire un don via Paypal ou Tipeee si vous souhaitez que je mange autre chose que des pâtes. Mes livres trop géniaux sont toujours en vente sur lulu.com, j'aime l'argent, tous les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas que le 19 novembre, c'est la journée de l'homme. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Ciao!